Merci de nous rejoindre pour poursuivre votre émission hebdomadaire Les Rendez-vous. Les rendez-vous de ce soir, je me dis, c'est l'émission Chute, les tout derniers pour l'année 2021. Nous avons le plaisir de recevoir le patron de la presse de Kinshasa, de l'UNPC, et le patron de la télévision Télé 50, M. Jean-Marie Kassamba. Avec lui, nous allons parler de l'actualité, essayer un peu de faire les bilans, en savoir plus de la manière dont le pays a pu évoluer sur le plan politique et pourquoi pas parler de tout et de rien. Bonsoir, M. Kassamba. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Je suis certaine que vous allez répondre à toutes les questions prévues pour ces numéros. Oui, même celles qui ne sont pas prévues. Voilà, vous êtes à l'aise, soyez à l'aise. C'est une émission, comme je l'ai signifié au début de cette émission, c'est une émission qui va boucler l'année 2021. Quel bilan faites-vous? Une observation de la manière dont le pays s'est comporté durant cette année 2021. Bon, si vous posez cette question à n'importe quel Congolais, il va vous répondre que nous terminons l'année 2021 très mal. Très mal parce que la population, au-delà de la pandémie de Covid, termine mal dans beaucoup de difficultés, d'ordre social d'abord, parce que les gens n'ont pas de quoi manger, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, beaucoup d'infrastructures au niveau de nos grandes villes, notamment ici à Kinshasa, qui sont dégénérées. Et donc, c'est beaucoup, d'ailleurs, comme l'a dit le président de la République lui-même, qu'il est conscient que la vie n'est pas réluisante, nonobstant quelques efforts entrepris par le gouvernement lui-même, quelques gouvernements provinciaux. Mais quand vous balancez entre ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné, la balance est plutôt du côté négatif. Mais comme nous sommes Congolais, toujours optimistes, on garde l'espoir que l'année 2022, nous allons l'entamer avec un peu plus d'optimisme. Nous voulons voir l'observation personnelle de Jean-Marie Kassamba. Comment le pays s'est comporté? Là, vous avez parlé en général. Vous avez engagé tous les Congolais. Écoutez, le pays est à l'image de ce que nous avons fait. N'est-ce pas, de nos institutions d'abord, ensuite de la manière dont fonctionnent les Congolais lui-même. Le Congolais manque un peu plus de détermination dans la manière de faire. Il y a un gros déficit d'amour pour le pays. Il y a naturellement beaucoup de Congolais qui ne croient pas en leur nation, ce qui fait que les résultats du travail que vous donnez n'est pas très réduisant. On peut prendre pan par pan. Si vous prenez par exemple la partie sécuritaire, la mise en place de l'état de siège, certes, a bousculé beaucoup de groupes armés à l'Est. Il y a eu quelques éliminations de rebelles, notamment en Ituri, au Nord Kivu. Mais nous avons eu des attaques. L'attaque de Bukavu, Goma a eu beaucoup de frémissements. Il continue à avoir beaucoup des morts et des déplacés du côté de l'Ituri là-bas. Et pour la première fois dans notre pays, nous avons connu, il y a à peine 2-3 jours, une bombe qui a éclaté à Beni, avec un kamikaze qui s'est fait exploser au milieu des gens qui fêtaient naturellement Noël. Donc ce sont des choses qu'il faut prendre avec beaucoup de sérieux. Et il faut le faire d'une manière intemporelle. L'état de siège, une mesure mal appliquée ou mal adaptée, inadaptée, parce que l'insécurité perdure. Écoutez, il faut d'abord écouter les élus du Nord Kivu, de l'Ituri. Il faut écouter la commission défense à l'Assemblée nationale. Les deux ont dit qu'il aurait fallu examiner les choses avant de poser cet acte d'état des sièges, paramétrer les choses, mobiliser les financements, ensuite galvaniser nos forces armées, leur donner suffisamment de moyens, et puis étaler ça dans le temps. Or, on a voulu faire une opération, on va dire spot, vite, à éclat visible, pour ne pas dire immédiat. Vous savez, nous sommes dans une guerre asymétrique. Lorsque vous avez en face des gens que vous ne voyez pas, dès que vous mettez la pression, ils vont se cacher, ils vont commencer à poser des actes, on va dire isolés, comme la bombe dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc, même les Américains qui sont très forts en Afghanistan, ils ont échoué en Irak.
Les Français viennent de fuir le Mali. Ça n'a pas donné des résultats escomptés. La comparaison n'est pas raison. Ben, la comparaison n'est pas raison, mais on est dans le même cas de figure. On a en face les terroristes qui exécutent les femmes, qui tuent les gens la nuit. Alors que jadis Kabila parlait de ça. Oui, mais Kabila était mal compris. Tout au début, quand Kabila disait les ADF, ce sont les terroristes, il y a parmi eux des musulmans. Même la MONUSCO ricanait. Beaucoup de nos dirigeants ici disaient non, 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 Kabila il ment, c'est lui-même d'ailleurs qui est derrière, il est des mèches avec ces gens-là. Il y a même quelqu'un à qui on a donné un prix Nobel, qui s'appelle Mukwege. Soi-disant, c'est l'armée nationale qui tue, qui viole, etc. Mais aujourd'hui, on va encore dire que c'est l'armée nationale. Ils peuvent collaborer, n'est-ce pas, si c'est impérieux pour que la paix plutôt règne à l'est de la RDC, vous ne trouvez pas? D'autant plus qu'ils maîtrisent certaines choses. Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'expertise, on a quand même aussi. Il faut qu'on se dise les vraies vérités sur la situation à l'est. La vérité est que le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, surtout le Rwanda et l'Ouganda, ils veulent qu'il y ait l'insécurité à l'est pour continuer à piller. Parce que dans cet état d'insécurité, les mines sont protégées par des groupes armés, ils ont la possibilité, eux, de venir et ils exploitent et puis il faut évacuer tout cela. Alain Foka est parti là-bas avec un petit avion, vous avez vu ce qu'il a vu. Et donc, c'est ça la vérité. Si vous allez vous associer aux Rwandais, aux Ougandais, pensant que c'est eux qui vont pouvoir nous aider à avoir la paix, on se trompe. On peut avoir des commissions mixtes, on peut avoir des opérations conjointes. Kabila avait tenté, vous vous rappelez, avec Umoja et tout. Ça n'a pas eu des résultats plus qu'escomptés. Aujourd'hui, la mutualisation de forces rwandaises et burundaises n'aura pas de gain, ça ne va pas oui, aboutir à des résultats. En général, les gens font semblant de jouer le jeu, mais ils sous-traitent envahissement inutile. Un certain nombre de choses. Oui, mais parce qu'ils savent ce qu'ils font. Imaginez, nous avons une armée forte à l'Est. On bloque nos frontières, on fait des ratissages. Où est-ce que le Rwanda va trouver les minerais pour raffiner chez lui là-bas? Où est-ce que l'Ouganda va trouver les bois et tout ce qui sort du Nord Kivu, Beni, Butembo, un peu partout là-bas? C'est une économie de guerre. Il y a beaucoup de ces gens-là qui sont déjà chez nous, qui sont opérationnels. Hein? On nous a même proposé de faire quoi? Un village là-bas. Qu'est-ce qui va habiter les villages? Il y a des routes qu'on est en train de faire en commun. Pourquoi faciliter seulement ces routes-là? Pourquoi on n'a pas fait des routes à Mbujimaï, par exemple? À Kasumbalé, ça, ils ont la bonne volonté. Donc, si je vous comprends bien, le pays est envahi inutilement avec la mutualisation de forces. Mais qu'est-ce que vous proposez exactement? Ce que moi je propose, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, posons-nous les vraies questions, on va trouver les bonnes réponses. Moi, je suis d'avis que le président ait des discussions claires et directes avec nos voisins. Parce qu'ils sont là, ils resteront là éternellement. Ça, c'est... Même ce qu'il passera, les Rwandais resteront là. Avoir une discussion avec, ça veut dire quoi? Dites-nous où est-ce que vous trouvez tous ces minéraux qui viennent, qui sont aujourd'hui chez vous, qui font l'économie du Rwanda. Ils vont dire oui, 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 mais où? Où sont vos mines? C'est où? Bon, comme il n'y a pas de mines chez vous, ces mines doivent être chez nous. Comment ça fonctionne? Oui, il y a des groupes armés. Qui est derrière les groupes armés? Avoir de vraies discussions avec les Américains qui doivent sanctionner les coltons du sang. On doit stigmatiser. Il y a eu le rapport mapping, vous vous rappelez? Mais on n'a jamais sanctionné quiconque sur le rapport. Il y a un téléspectateur qui a semblé me dire qu'il faut utiliser aussi les systèmes ancestraux. Là, les chefs coutumiers sont doués. Oh, madame. Vous savez, moi je suis un cartésien. Si les systèmes ancestraux, les bikila kila, les morts, tout ça, ça fonctionne, les repas seraient déjà champions du monde. Ensuite, on aurait envoyé une troupe des Zoï, pour ne pas dire les abeilles, au groupe des Tutsis qui envahissent souvent ou les Rwandais ou les Ougandais à l'est là-bas. Il suffit, la nuit seulement, on les envoie. Ou nous qui avons les kakés chez nous, en Bujumaï, dans les montagnes de Rumangabo, ou là-bas, ils arrivent avec les chars et tout ça, on envoie ça. On fait, comment dire, cramer tout le monde. Ce n'est pas le cas. L'armée
reste le seul rempart. Nous avons plus de 200 000 hommes, 150 000 hommes d'ailleurs, qui sont opérationnels que Joseph Kabila a laissés. Ces militaires sont forts, je le répète en connaissance des causes, je connais notre armée. Cette armée manque seulement les moyens. Mais si dans cette armée il y a des infiltrés, et puis ces ADF collaborent avec la population. Mais la culture d'infiltration, madame, elle est partout. Ce n'est pas l'excuse, la culture d'infiltration. Si effectivement l'infiltration pouvait fonctionner, on aurait déjà balkanisé notre pays il y a longtemps. Il y a eu dans ce pays des déserteurs qui sont partis avec armes et bagages, avec tenue à l'est là-bas. Mais il en restait des militaires congolais qui luttaient toujours pour garder l'intégrité de notre territoire. Donc, dans nos forces armées, il y a énormément de gens qui aiment ce pays. Mais, encore une fois, c'est une question de logistique, de motivation, de respect, d'encouragement de cette armée. Moi, je n'étais pas d'avis qu'on dise que nos militaires sont des voleurs. Mais qu'est-ce qu'il faut faire exactement avec les casques bleus? Je suis en train de dire, mais les casques bleus, n'en parle même pas parce qu'il n'y a pas utilité des casques bleus chez nous. Depuis 20 ans, ils sont là. Et ils ont compris les jeux. La plupart de ceux qui arrivent, ils sont pauvres, ou ils viennent des pays pauvres. Ils vont dans les groupes armés, ils entretiennent certains groupes armés, ils fournissent, ils sécurisent quelques réseaux, et ils se partagent ces minerais. On ne cherche pas à s'en débarrasser. Mais quand on cherche seulement à s'en débarrasser, eux-mêmes, ils créent l'insécurité. Quand Tshisekedi avait proposé seulement que la MONUSCO parte de la RDC et que c'est la SADC via les forces d'intervention rapide qui allait prendre le relais, tout de suite, il a commencé à avoir des attaques. On a Nations Unies dit non, non, la paix n'est pas revenue, etc. La MONUSCO, c'est indispensable. Regardez seulement ces tentatives d'état de siège. Quand la MONUSCO a vu que Tshisekedi commence à avoir un peu de résultats, un peu mineurs, voilà, on est disposé maintenant. Ils ont même signé avec les FARDC. Mais prenons un exemple typique du Congo-Brazzaville, oui, le pays voisin. Mais on n'assiste pas à des spectacles pareils. Je vous ai dit, c'est une question de volonté, une question aussi de fierté, une question de détermination. L'Angola avait chassé, excusez-moi du peu, les casques bleus. Le Mali avait demandé aux casques bleus de partir. Vous allez en ce moment, notamment à Sierra Leone, les casques bleus presque n'y sont plus. Joseph Kabila, pendant au moins 4 ans, avait demandé que les casques bleus, rédimension des troupes, commencent à partir. Mais c'est la plupart de nos compatriotes qui ont dit non, 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 les casques bleus doivent rester parce qu'on en a besoin, c'est pas possible, etc. Et ils ont compris ces casques bleus. Ils sont là, ils restent. C'est nous, Congolais, qui devons être fiers de nous-mêmes. Le Rwanda, c'est un petit pays. L'Ouganda, c'est un petit pays. Mais s'ils ont compris que, par notre cupidité, par notre distraction, nous sommes très doués pour nous entredéchirer. Regardez, allez, l'énergie avec laquelle on se déploie pour arrêter les gens des FCC, pour monter des coups contre les Congolais eux-mêmes, pour ridiculiser les gens comme les Atouba Toubouana, ou les procédures judiciaires. Regardez l'énergie avec laquelle on fait tout ça. Mais on n'a pas la même énergie pour dire, allez, oublions un peu tout ça, on se focalise sur l'économie. Regardez l'énergie qu'on a à déstabiliser. Mais il faut commencer par quelque part. Ils ont commencé par là. Mais commencer par quelque part veut dire, tout simplement, c'est poser les bonnes questions. Pyramide inversée, on commence par ce qui est un peu, qui semble facile. Et puis, c'est ce que je vous ai dit. Parce que surtout pour la situation de l'Est et de la RDC, il faut beaucoup de tactiques. On ne voit pas comme ça, sinon Madame, on risque de... Je vous ai dit tout à l'heure que... de payer ça pour, ouais. Les modalités sont simples. Vous avez des discussions directes avec les Rwandais, les Ougandais, les Rwandais, puis voilà. Nous sommes en commission mixte. Notre pays a la volonté maintenant de se construire, d'aller de l'avant. Pour en terminer avec ce qui se passe à l'Est, que chacun reste chez lui. Vous restez chez vous. Nous, nous restons chez nous. Et nous galvanisons nos forces armées. On leur donne les moyens. On leur donne de la confiance. S'il y a des Congolais qui sont derrière on les arrête. La situation de l'Est, on les arrête. Il faut d'abord les identifier. On les connaît, ces gens. Les élus du Nord Kivu connaissent ces gens-là. On les connaît. Et même moi, j'interviewe souvent les gens du Nord Kivu. Quand Kissa Mbosso a dit en plénière là-bas, sortez des groupes armés, chers amis de l'Est et tout ça.
Bon, si lui dit sortez, ça veut dire qu'il les connaît. Alors arrêtez-les. Si vous ne les arrêtez pas, vous ne les poursuivez pas, vous les laissez quand même comme ça, forcément, vous voulez que la situation perdure. En complicité avec certaines forces extérieures. Mais les forces extérieures n'ont de puissance que lorsque vous leur donnez la puissance. Si vous faites chorus entre vous, vous dites voilà, celui-là c'est un étranger, il n'a pas à nous infiltrer. Je vous donne un exemple simple. Si vous laissez les étrangers venir dire diaboliser Joseph Kabila, diaboliser Matata Pogno, diaboliser John Numbi, diaboliser... Pendant que vous êtes en train de vous diaboliser entre vous, vous ne pensez pas qu'on peut vous infiltrer? Voilà, M. Jean-Marie Kassamba, les failles, il y en a, et de quoi qu'il y en a, même le chef de l'État a fait allusion à tout ça. Mais vous, personnellement, vous reconnaissez les efforts déployés jusque-là par les autorités? Oui, Félix, je sais qu'il y a beaucoup de bonne volonté. Énormément de bonne volonté. D'ailleurs, pour s'en convaincre, il faut l'écouter parler. Il est d'une sincérité sans pareil. Dès le début, d'ailleurs, son premier discours, moi j'étais là au Palais de la Nation, quand Joseph Kabila lui a passé les flambeaux, il a dit que des bonnes choses. Un, il aurait fallu qu'il continue aussi cette lancée-là, mais il s'est laissé, excusez-moi du peu, infiltrer par l'extérieur. Par certains qui ne voulaient pas que la paix là continue. Ensuite, on a changé les paradigmes au niveau des assemblées, avec les unions sacrées, etc. Et puis, il n'a pas eu la chance d'avoir des collaborateurs qui lui rendent service. C'est ça la difficulté. La bonne volonté du président de la République n'est pas rencontrée par, ou si vous voulez, n'est pas renforcée par l'efficacité des équipes qui travaillent avec lui. Il y a d'aucuns qui pensent que même en ce qui concerne la communication, rien n'a changé. C'est comme si on a déshabillé Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. Non, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mais puisque relayer les discours du chef de l'État en vue de permettre la population de s'imprégner. Moi, je ne sais pas sur le plan de la communication. Ces discours de comprendre. Je vois peut-être que c'est les ministres de la communication et médias qui semblent quand même faire des efforts pour... Mais le ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, ne fait que relayer en quelque sorte l'action du gouvernement. Mais la communication, c'est pas ça. C'est ça. La communication, c'est de la conception d'abord de la démarche communicationnelle. La communication, c'est le mode opératoire de cette dynamique communicationnelle, mais aussi les équipes, les ressources humaines qui doivent être bien formées, à qui on va donner des tâches. Nous sommes en train de faire en ce moment les états généraux de la communication et des médias RDC. Moi-même, je suis président de cette commission. Et j'espère que les idées que nous allons avancer quant à ceux vont permettre à notre pays de changer de paradigme. Parce que ce qui pose problème, c'est quoi? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Nous avons des choses positives qui sont faites. Mais ces choses positives, ne sont pas épousées par la grande partie de nos compatriotes, par ignorance, par déficit de la citoyenneté, etc. Ensuite, on ne fait pas la promotion du Congo positif. On pense que on conforte son pouvoir en diminuant l'autre. On conforte son pouvoir en stigmatisant l'autre. On trouve toujours des explications de ce qu'on ne fait pas dans le comportement nocif de l'autre. Conclusion, chacun essaie de ménager ou plutôt de prêcher pour sa paroisse, et le plus compétent, c'est le peuple. Et donc, moi je pense que tout partira du point de vue efficacité, d'abord par la bonne conception de notre communication, l'identification des points forts, la répartition des tâches par des gens qui gouvernent, et surtout la galvanisation de la population. La population, c'est ça, un tout petit peu abandonnée à elle-même. Voilà, parce que l'insécurité à l'Est se préoccupe au plus haut point. Si et seulement si c'était les FCC qui avaient tout en main, avec cette réalité, cette situation, et au nom de la souveraineté, vous ne trouvez pas qu'ils allaient aussi appliquer plutôt le formule mutualisation de force pour décanter la situation? Écoutez, je pense qu'à l'époque de Joseph Kabila, il avait utilisé déjà cette formule. Il avait la triptyque, vous vous rappelez, la diplomatie, la négociation et la guerre. Tout ce qui est en train d'être dit et d'être fait en ce moment était déjà fait. Et on était tombé à la conclusion que, aussi longtemps que les Rwandais ont des velléités territoriales, velléités de prédation,
il faut avoir avec eux un discours direct. Il faut renforcer nos forces armées. Nous étions arrivés jusqu'au 9e, 8e même d'ailleurs, armée d'Afrique. À un moment donné, on a même fait peur aux Rwandais avec Mamadou Ndala. Vous vous rappelez? Dans l'ensemble, le résultat était probant. Oui. C'est-à-dire qu'on était dans une dynamique de dissuasion. Rappelez-vous la phrase. Parce que vous parlez de Mamadou Ndala, on sait comment il a fini, il a péri comme ça. Il n'a pas fini sa mission. Mais on l'a remercié en monnaie de sein. Non, rien du tout. Mamadou Ndala, d'abord, grâce à la galvanisation, surtout à la montée en puissance des forces armées, on a décimé les M23. Mamadou Ndala avait un commando aujourd'hui redoutable et il est mort en tant que militaire au front. Un militaire qui meurt au front, comme il s'en abrait, plutôt... Mais qu'est-ce qui fait qu'il ne montait pas en grade, malgré ses exploits? Mais il était déjà colonel, 3 étoiles, plutôt 3 têtes, full. Donc, on lui a même donné le grade de général à titre posthume. Mais quand vous êtes déjà colonel, vous êtes quasiment en haut. Mais il était jeune, il n'avait même pas 40 ans. Donc c'était un jeune colonel bien formé, etc. Et qui aimait son pays. Il n'était même pas des pères et des mères, congolais, pour ceux qui font souvent ces discours-là. Et donc, on était dans cette perspective de consolidation de notre armée. Et aujourd'hui, on a des difficultés. C'est pour ça qu'on fait appel aux autres. Les Kenyans, les Tanzaniens, le Rwandais, aujourd'hui les Ougandais. Mais conclusion, les résultats n'étaient pas probants parce que les calmes étaient toujours précaires à l'Est. Non, c'est-à-dire que Joseph Kabila a laissé à peu près 70 coups par main. Nous en avons 200 aujourd'hui. Les FRDC commençaient à faire peur. Aujourd'hui, il y a des problèmes, des sérieux problèmes. Quand on fait la guerre à l'Est, par exemple, notamment à Béni, là-bas, aux ADF, dans la forêt, on est à la frontière. Mais on est en train de faire entrer ces ADF à l'intérieur des terres. Vous voyez que la pression est tellement forte qu'ils sont aujourd'hui à l'intérieur des terres et commencent à avoir des attentats. Notamment la bombe à Béni. Imaginez qu'on les envoie jusqu'à l'Ituri, là-bas, où ils vont avoir beaucoup de richesses. Ça serait difficile de les déloger parce qu'ils vont pouvoir soutenir, entretenir cette guerre pendant un certain temps. Voilà. Et donc, il faut qu'on renforce nos forces armées. Il faut qu'on puisse galvaniser et surtout arrêter les gens qu'on suppose être des mèches avec ces gens-là. Parce que c'est identifiable déjà. Bon, laissons les temps au temps et espérons que la préoccupation relative à l'insécurité, particulièrement à l'est du pays, va trouver gain des causes avec les efforts déployés par les autorités compétentes. Oui. Changeons de chapitre. Le Front commun pour le Congo, FCC, toujours émietté en ce qui concerne la question de la centrale électorale CENI. Didi Manara au bureau de la CENI. Comment vous comprendre ça? Ça, c'est les gesticulations de la classe politique congolaise. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Rappelez-vous, l'IDPS, comment ça fonctionnait. Il y avait les Chibala, il y avait les Mbwakiem à l'époque, il y avait l'équipe à Samaliba. Là où il y a le pouvoir, les Congolais sans conviction, ils se rapprochent toujours. Et donc, que ce soit les Manara, que ce soit les Agem Matembo, que ce soit je ne sais pas qui, à partir du moment où ils sentent que les beefsteaks, c'est du côté de... voir tout ce qui s'y passe, je fais allusion toujours au FCC, c'est comme si Joseph Kabila n'a plus la même mise ou ne gère plus les FCC. Non, ce n'est pas une question de gérer ou pas gérer, c'est une question de conviction. Joseph Kabila, je pense, c'est un homme politique. Il fallait quand même qu'il fasse un petit ménage. Hein? Et le ménage est en train de se faire tout seul. Au fur et à mesure que tous ceux qui pensaient l'accompagner dans la vision, beaucoup faisaient beaucoup de bruit d'ailleurs. Moi j'ai entendu Kabila Désir, j'ai entendu Révolutionnaire de Kabila, j'ai entendu, mais la plupart de ces gens-là n'ont pas tenu longtemps dans les convictions. Ils sont en train de suivre plutôt le courant d'air ou des courants d'eau pour aller un peu manger encore. Tantôt c'est Chibala qui est révoqué, tantôt c'est Manara qui est révoqué, on ne comprend plus rien. Ça, ce sont
les gesticulations des politiciens. Si vous vous rappelez, à l'époque de Lumumba, eh ben, après la mort de Lumumba, les gens avaient fui. Beaucoup sont partis en exil pour ce qui était convaincant. Mais beaucoup ont été avec Mobutu. Tchombe, la même chose. Le maréchal Mobutu en 90, lorsque il prononçait les discours, et comprenez mon émotion, eh ben, les Kengo-Wadondo, les autres ont déguerpi. Je pense que l'avantage qu'a Joseph Kabila aujourd'hui, c'est d'avoir une forte popularité au sein de l'opinion. La plupart des gens qui lui ont fait perdre à ces temps-là l'assentiment de la population, parce qu'eux-mêmes ils mégéraient, ils étaient des consommateurs, pour ne pas dire des prédateurs, sont en train de le laver tranquillement, et que quand il va commencer ses activités politiques dans pas longtemps, eh ben, vous verrez qu'il y a toute une génération qui sera derrière lui pour l'accompagner. Voilà, et puis Cambéré, localisé à Makala, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ça sent pas bon au sein de la famille politique de l'ancien. Mais il n'y a pas à sentir bon, pas sentir bon, ça c'est un comportement. Localisé à Makala pour coups et blessures. Oui, mais si quelqu'un se comporte, ils sont tous hein, du FCC, hein, et que ce soit celui qui l'a accusé. Conflit de génération? Non, tout simplement, les comportements entre individus. Qu'est-ce que ça a de politique là-dedans? C'est rien du tout. Donc, si vous allez à Makala, vous allez trouver des petits voyous, tout comme vous allez trouver des gens sérieux. Parce que ces derniers temps, il pressait bien. Mais c'est toujours un homme... c'est un intellectuel, d'abord un ancien ministre. Mais s'il y a de la provocation, les gens parfois répondent. Donc ça n'a rien de politique, ça n'a rien de FCC, ça. C'est un comportement personnel. Et où est-ce qu'il a péché par sa façon de répondre, vous trouvez? Écoutez, c'est à la justice de rétablir un peu les choses. Moi, je pense qu'il y a de l'agitation inutile, et inutilement d'ailleurs, entre l'agresseur et l'agressé. Si l'agresseur a été lui-même dans une dynamique d'agitation, ben, l'agressé, peut-être qu'il a cédé à cette pression. Et voilà. Mais ça, c'est épisodique, ça. Ça n'a aucune espèce d'importance par rapport à la vie du Congo. Voilà, parce que vous parlez de la vie du Congo, vous êtes à Kinshasa, notre président de l'UNPC, Jean-Marie Kassamba, vous êtes dans quelle atmosphère de fête, pas des produits surgelés? Comment comprendre tout ça? Bon, au début, je vous ai dit tout à l'heure que les Congolais traversent des moments très difficiles. Il n'appartient pas à l'État de faire le commerce. Hein? L'État est là pour créer les cadres. Il y a des commerçants qui peuvent importer. Il n'y a pas seulement l'impiodi. Hein? Il n'y a pas seulement les poulets. Il faut laisser que les importateurs importent tout. Et quand même les gens importent l'impiodi, importent les poulets, vous allez les manger tout seul. Il y a de l'huile aussi, il y a des tomates, il y a les foufous, tout ça. Il faut aussi importer tout ça. Encore un échec de Wario? Bon, on va dire rendez-vous manqué, c'est mieux. Ce qui est plus important, c'est de laisser, comme on dit en lingala, makambo bakwanga batikela bateki. Ce n'est pas au gouvernement de porter. Le gouvernement doit créer les cadres, permettre aux importateurs d'avoir des exonérations, voilà. Mais si vous-même, gouvernement, vous commencez à importer, finalement, vous allez vous faire concurrence vous-même. Maintenant, ils n'ont pas les entrepôts pour installer tout ceci, et ils n'ont pas des avions pour arroser l'intérieur du pays. Si vous donnez les chinchards aux Quinois, et chez moi, à Kabeka-Manga, vous allez les amener comment? Et ceux qui sont à Chabunda là-bas, ceux qui sont à Kasumbalé, ça, vous allez les faire comment? Il faut commencer par quelque part. Oui, mais il y a des gens qui sont habilités pour faire ces choses-là, ce sont les commerçants, on les appelle comme ça. Le gouvernement doit faire son travail, le cadre, comme disait Matata Ampogno, les cadres macroéconomiques doivent être assainis pour créer l'environnement, ce qu'on appelle le doing business. Et nous, la presse, nous accompagnons tout ceci. Mais des systèmes des cantines, si je ne me trompe pas, ça existe toujours depuis Belle Lurette, opportunité que le gouvernement peut donner à une population de pouvoir acheter à bas prix. Madame, l'État-providence n'existe plus. Bien que l'État n'est pas habilité. J'ai dit l'État-providence n'existe plus, même dans les économies planifiées. On cible les coins chauds du pays ou de la capitale dans un premier temps, et voilà, les choses sont liquidées. Est-ce que vous voulez qu'on crée les restos du cœur, comme en France par exemple, où les gens, s'ils ont faim, ils viennent manger gratuitement? Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui finance tout ça. Non, c'est pas ça du tout.
il y a toujours l'argent qui doit sortir quelque part. Même les MPO disent là, si vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas les acheter. Mais il faut avoir du travail, rémunéré, avec cet argent, vous allez acheter les MPO. Dans l'entretemps, le chef de l'État fête en Mbuji-Mayi. Bon, est-ce qu'il a fêté? Il est parti rencontrer ses compatriotes. Ça faisait longtemps qu'il n'était pas parti là-bas. Moi, j'étais le premier à l'encourager à le faire. Mais non, il n'a pas été aidé par ses proches collaborateurs qui devaient préparer tout ceci pour que ça se passe plutôt bien. Vous voyez que même sur le plan de la communication, le président dit de très bonnes choses, avec son cœur, comme d'habitude, mais ça, c'était mal interprété. C'est la question que je devais vous poser, les discours qu'il a tenus là-bas. C'est un discours de... Ça vous a convaincu? J'ai écouté. Moi, je pense que c'est une chose que je connais. Il aurait fallu d'abord que ça soit traduit en français pour les autres. Moi, j'ai tout compris. Il est resté égal à lui-même. Félix Tshisekedi, c'est un homme qui parle avec son cœur, avec beaucoup d'émotion, parce que ça faisait longtemps qu'il n'a pas retrouvé un peu ses compatriotes là-bas. Mais les paroles seules ne suffisent pas. Il faut passer aux actes. Et surtout chez nous, il y a eu beaucoup de promesses. Et ces promesses devraient être accomplies. Le chef de l'État les a demandées. Il faut essuyer les larmes parce que bientôt les choses seront résolues. Encore une promesse? On attend voir. Mais je pense que c'est aux collaborateurs de matérialiser ce que le président dit. Quand il le dit sincèrement. Mais il y a quand même des conseillers en infrastructure, il y a des conseillers économiques, il y a des conseillers de la santé, il y a des ministres sectoriels. Hein? Est-ce que, par exemple, pour terminer les travaux de l'aéroport de Mbuji-Mayi, ça demande 6 mois? Non, je ne pense pas. Ça peut aller très vite. Pour réhabiliter la maison où habite le président, ça demande 6 mois, je ne pense pas. Est-ce qu'il lui faut un second mandat pour satisfaire le peuple congolais? Écoutez, le second mandat est fonction du bilan. Ce n'est pas automatique. Il n'est pas dit dans notre constitution qu'un président est élu pour faire 2 mandats. Non, on dit qu'il a la possibilité d'être réélu. Avoir la possibilité n'est pas synonyme d'avoir automatiquement 2 mandats. C'est 2 choses différentes. Il faut qu'il y ait... C'est pour ça qu'il va redéposer la candidature, il va refaire la campagne électorale, il va refaire le parcours du combattant avec d'autres candidats. Et donc, ces candidats vont redéployer aussi des efforts pour être convaincus. Voilà, Nicolas Sarkozy n'a fait qu'un mandat, François Hollande n'a fait qu'un mandat, Donald Trump n'a fait qu'un mandat, etc., etc. Donc enfin, vous acceptez, on va aller aux élections avec une CENI contestée par l'opposition surtout. Mais c'est ça la problématique. C'est ça la problématique. Si on part déjà... La dépolitisation n'a pas été effective comme souhaité. C'est pour ça que j'ai dit, il ne faut pas qu'on donne les bâtons à ceux qui nous combattent, de nous taper plus durement. Si déjà nous-mêmes nous organisons mal nos propres élections, quand il y a contestation, est-ce qu'on va dire que c'est les Rwandais qui sont derrière? Nous-mêmes, nous créons des conditions de déstabilisation. Au départ, la CENI doit être déconnectée des obédiences politiques. Mais si on veut faire une CENI à sa mesure, ceux qui ne s'y retrouvent pas, ils vont contester. Rappelez-vous, j'ai dit serveur. Rappelez-vous Nanga, comment il était contesté. Rappelez-vous comment Goïmoun était contesté. Rappelez-vous. Pourquoi on veut toujours refaire les mêmes erreurs? Si Kadima est déjà contesté, si déjà les Matembo et les Manara qui sont en train d'entrer là-bas, ils sont déjà contestés, c'est qu'ils vont y fonctionner. Parce que les pays habitués à des contestations. Alors créons les conditions des consensus. Si déjà les religieux qui devaient trouver les animateurs de la CENI ne se sont pas entendus, on est quand même allé par un forcing. Ça veut dire que on pressent ce qui va advenir après. C'est nous-mêmes qui créons des conditions. Mais avec les discours tenus par le chef de l'État Mbuji-Mayi, les opposants du régime dénoncent une campagne électorale précoce avec les moyens de l'État. Bon, je ne sais pas, c'est eux qui le disent. Hein. Moi, je ne suis pas de l'opposition. Moi, je suis quelqu'un qui analyse la situation. Il appartient au président de parler toujours. Hein. Bon, s'il dit qu'il faut me relire en 2023 pour que je puisse concrétiser ma pensée,
il y a une dose de campagne électorale là-dedans. Macron aussi était en campagne électorale. Les autres lui ont dit il faut décompter ces temps d'antenne pendant qu'on va commencer. Oui, mais est-ce que vous interdisez au président de parler à son peuple? Non. Mais les moyens de l'État, ça à confondre aussi. Les autres l'ont fait. Hein. Kabila, à son temps, il était président de la République, mais ça ne l'empêchait pas de faire la tournée du pays et de parler à ses compatriotes. À chacun d'utiliser des manières, enfin les moyens à sa disposition pour le faire. Le plus important est de faire des choses dans les règles de l'art. Si vous biaisez la démarche au début, la suite risque d'être compliquée aussi. Voilà, au Kasaï, toujours parce qu'on en parle, il y a un constat amer, le route reste non asphaltée. On parle de l'argent qui était déboursé ou sorti, mais ça a été détourné en quelque sorte. On parle de détournement et ça continue, il n'y a pas toujours de sanctions. C'est pareil au temps Kabila. Ça ne change pas. Si vous le dites, c'est que c'est vrai. Que fait-on? Parce qu'on a dit que c'est les FCC qui étaient des voleurs, les prédateurs. Mais Tchilé-Gelou en Bujumaï, c'est combien de routes déjà asphaltées? On a réhabilité combien le réseau, notamment d'eau, d'électricité, etc. Même chez moi, à Kabé, par exemple. Là, il faut toujours là, il faut incriminer toujours le chef de l'État, ou c'est un problème. Mais le chef de l'État, c'est un problème de changement de mentalité. Vous savez, Mobutu disait que le président de la République n'est pas un magicien. Seul, il ne peut rien. Tshisekedi seul ne peut rien faire. Hein. C'est pour ça qu'il s'entoure. Il a plus de 200 personnes qui travaillent avec lui au quotidien. En plus du gouvernement. En plus des gouverneurs aujourd'hui, que tout le monde a été aligné un peu sur l'union sacrée. Tous ces gens-là doivent faire un bon travail pour le pays. Mais le problème de mauvais collaborateurs, ça continue. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'amour du pays. Si les gens arrivent, disent « Ah, Adèle s'habillait bien avant, elle s'est maquillée bien avant, j'aimerais bien aussi avoir la même robe. » On n'est pas sorti de l'auberge. Est-ce que le train de vie que les gens veulent avoir correspond aux moyens dont ils ont aujourd'hui, les moyens de l'État? Non. Il faut que les gens arrêtent de copier les trains de vie de ceux qu'ils ont critiqués hier, ou faire pire, ou plus. Comptez le nombre de mariages, des anniversaires. Est-ce qu'il est normal qu'on puisse fêter autant, se marier autant, avec autant de fastes? Si vous posez la question, d'où vient l'argent avec lequel on se marie? Est-ce que c'est les salaires ou ça vient de quelque part? Voilà, terminons, chutons avec l'Union nationale de la presse du Congo. On ne fait pas clôturer l'émission, on sent quand même faire allusion à ça. Quel est le bilan pour cette année 2021 qui va se terminer bientôt? Un bon bilan. Vous savez, l'UNPC, c'est l'église au milieu du village. Nous parlons du pays. Nous nous occupons de la presse de Kinshasa, moi personnellement. Nous venons de collaborer avec le ministre Mouyaya dans ce que nous appelons l'état général de la presse ou de la communication que nous sommes en train d'organiser. Bientôt, nous allons voir notre siège de l'UNPC à Kinshasa. C'est le moment ici, l'occasion de lancer un appel à l'ensemble de la presse de Kinshasa d'avoir des cartes professionnelles. Il faut avoir vos cartes professionnelles, il faut cotiser. Parce que la carte 2021-2022 va être difficile à voir. On va monter les critériums. Nous allons réformer notamment la commission des disciplines. Pour beaucoup de journalistes qui ont un comportement contestable ou difficile, eh ben, ils seront sanctionnés. Nous ne pouvons pas continuer à accepter une presse qui n'a pas de normes, qui n'a pas de vertu. Pour l'UNPC, 2021, une année riche en réalisation ou les contraires? Bon, d'abord, année riche de mise en place. Nous avons perdu notre président l'année passée. Nous avons mis beaucoup de temps pour remettre des choses un peu sur les rails. Nous allons continuer dans ce sens. Il y a des préconisations au niveau de l'État généraux pour le renforcement de la commission de discipline, pour le renforcement de l'octroi de la carte professionnelle, sur le statut des journalistes. On va faire tout ce travail.
Mais je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Moi, je sors beaucoup de journalistes de prison. D'abord, beaucoup n'ont pas de cartes, beaucoup n'ont pas de qualités professionnelles. On va beaucoup renforcer là-dessus. On a trop pensé à Jacques Ndala. Bon, Jacques Ndala n'était plus journaliste, il était devenu acteur politique. Et ça fait partie des écarts dont je vous ai parlé tout à l'heure. Les Ngoï Mulunda, les Jacques Ndala, les Barnabé, les Henri Magie. Voilà. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ça permet au pays d'avancer? Est-ce que c'est... Voilà. Entre faire ces choses-là et se focaliser sur l'économie, qu'est-ce qui est plus prioritaire par rapport à ça? Ce sont les questions qu'il faut se poser. Voilà, Président, merci d'avoir répondu à notre invitation ainsi qu'à toutes les questions prévues pour ces numéros. Nous sommes à la chute de cette émission. Un message particulier? Écoutez, souhaitez d'abord bonne heureuse année 2022 à tous ceux qui nous suivent. Dire à la presse de Kinshasa qu'elle doit continuer à faire ses travaux avec beaucoup de sérieux. Notre pays a beaucoup de possibilités de s'en sortir. Il faut qu'on cultive un peu d'amour. Moi, dans mon message de fin d'année, je parlais d'amour. Il y a un déficit de l'amour du drapeau. Il y a une course à la captation des richesses. Les gens sont dans une tendance croco, Rolex, grosse 4x4, etc. Il faut qu'on sorte de là. Il ne faut pas, voilà. Mobutu faisait beaucoup de fêtes, moi aussi il faut que je fasse des fêtes. Les Kabila fêtaient beaucoup, moi aussi il faut que je fête, etc. L'amour des métis et tout ça. Il faut, à un moment donné... Il faut piquer les bonnes choses, voilà. Oui, mais le pays ne se développe pas comme ça. Le pays se développe avec des valeurs. Quand on dit changement de mentalité, ça veut dire il faut changer. Il ne faut pas seulement le proclamer. Quand on veut changer, on change. Et une fois qu'on a des acquis, on avance avec les acquis. Voilà, merci une fois de plus. C'est avec le président de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, patron de la télévision 50, que nous avons échangé pendant les minutes imparties à cette émission, la vôtre, le rendez-vous. C'est la fin pour ceux qui ont pris l'émission en cours, la rediffusion. C'est demain à 12h30, heure de Kinshasa. Merci à toute l'équipe technique. Une très belle soirée à tous et chacun.